Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans Tailgate, le podcast 100% NFL des équipes de The Playoff. On est de retour pour débriefer toute la saison 2024 division par division. Alors, pour pas faire 8 podcasts, on a décidé d'en faire que 4. On fera quand même toutes les divisions, sauf qu'on va faire par points cardinaux, un peu comme dans la carte au trésor. On salue Cyril Ferro s'il nous écoute. Nord, sud, est, ouest. Et on va commencer peut-être par le plus déprimant de tous. On en parlera en fin d'émission. C'est le Sud avec la FC Sud et la NFC Sud, deux des divisions les plus faibles de cette NFL en 2024. Pour partager ce moment de bonne humeur, de bonheur, d'allégresse et de joie de parler de toutes ces équipes brillantes, j'ai avec moi mon Seb. Salut Seb, comment tu vas? Salut Flav, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bonsoir à tous. Et oui, on dirait le Sud, hein, et ça Le temps dure très longtemps. longtemps. Voilà. On commence par du football de qualité, du football de haut niveau, deux poules qui nous ont offert des matchs Pas beaucoup éblouissants. d'œufs. Et donc voilà, c'est la FC Sud et la NFC Sud. Mes poules pétaudières préférées, bien sûr. Je les adore, rien que pour ça. Bon, après, non, plus sérieusement, il s'est passé, je trouve, plein de choses intéressantes. Alors, plutôt en tête de poule qu'en fond de poule, mais il y a beaucoup de choses intéressantes à dire Le sur cul de poule l'AFC n'était et la pas NFC. intéressant, c'est ça que tu veux en me dire. Pardon? Le cul de poule n'était pas intéressant. Le cul de poule n'était pas intéressant, etc. Bon, Le cul de tout à fait. chouette est beaucoup, beaucoup plus Beaucoup mieux. prisé. Voilà, Tout à fait. c'est bien connu. Mon cher Yaya, salut mon Yaya, comment tu vas? Salut à toutes, salut à tous. Bah, écoute, ça va très bien. Seb m'a coupé l'herbe sous le pied, tel Barnabé. Je souhaitais dire que on dirait le Sud, mais voilà, Nino Ferrer, voilà, on sent la connexion mentale entre nous. Voilà, on sait ce que c'est. C'est pas comme certains qui, voilà. Quelque part, on a fait les choses bien parce qu'avec les points cardinaux, au moins, en ce qui concerne le Sud, on reste dans la médiocrité, que ce soit en AFC ou en NFC. Tu vois, si on avait fait, par exemple, Oui. AFC Sud avec AFC Ouest, tu vois, on se serait pris un coup d'hypothermie entre les deux, tu vois, au milieu du podcast. Là, au moins, bon, Oui, bah on se mouille la nuque quand même. Hein, on restait dans les mêmes eaux, hein, si j'ose dire. Les eaux de la Floride, les eaux de... Écoutez, messieurs, il suffit de se dire que nous allons manger notre pain noir dès le début de ces rétrospectives. Il fallait bien le faire, il fallait se dévouer. C'est nous sommes des forçats du football et nous ne reculons devant aucune épreuve. Il faut d'ailleurs noter au passage que courageusement notre Tayenne préférée a préféré ne pas être là ce soir, hein, évidemment. Et pourtant, c'est la soupape de sécurité. Voilà, et la soupape de sécurité, elle est en train de skier apparemment. Enfin, nous a-t-il dit, mais nous n'avons aucune preuve. Donc, le planter de bâton, on va voir s'il maîtrise ou pas. En tout cas, on le salue. Notre Vince, bien évidemment. On commence par l'AFC. L'AFC Sud, on commence par la plus mauvaise équipe. On va remonter jusqu'en tête de division avec donc les Titans du Tennessee. Seulement 3 victoires dans cette saison 2024. 3 victoires, 14 défaites. Les Titans qui auront le choix numéro 1 de la draft. On en reparlera juste après. Grosso modo, Yaya, dans cette saison pour les Titans, on savait que c'était une saison charnière. Une page s'était tournée avec le départ de Derrick Henry, avec le départ de Ryan Tannehill, notamment de Mike Vrabel. On savait pas trop à quoi s'attendre. Est-ce que ça allait être bon ou pas bon? Finalement, ça n'a pas été bon. On savait que ça allait être compliqué. Ils sont dans un processus complet de rebuild. Donc, en fait, le but, c'est d'avoir le plus haut choix de draft. Là, ils ont bien joué là-dessus. Là-dessus, oui, ils peuvent pas faire mieux. Et puis, trader le peu d'assets qu'on a. Essayer des joueurs. Après, ça reste la NFL. Hein, c'est toujours des athlètes ultra compétitifs. Entre une équipe très mauvaise et une équipe moyenne, il y a très peu d'écart. Je pense qu'ils vont très vite remonter avec un plan qui se déroule sans accroc, comme dirait Hannibal Smith. Je pense qu'ils peuvent remonter assez rapidement, mais le but, c'est d'essayer des joueurs. Le problème qu'ils ont, c'est la localisation. Qui veut les jouer à Nashville? C'est un vrai souci pour attirer des joueurs, pour attirer des gros free agents. C'est pas un gros marché. T'as des taxes. Au milieu, tu vois, chez tout le monde, il y a quand même quelque chose de Tennessee. Donc, Oui, tout à fait, mais c'est pas le même, mon cher Michel. Donc, du coup, ouais.
Moi, les Titans, je les vois revenir, mais il va falloir qu'ils soient très sérieux dans la façon dont ils vont drafter et développer leurs joueurs. Et je suis pas sûr que ce soit quelque chose de facile à faire, mais dans une division où on va le voir, ça peut aller très vite. Ben, ça ne m'étonnerait pas qu'ils reviennent dans un cycle d'ici 2-3 ans. Les victoires, on va quand même les citer parce qu'elles n'ont pas été nombreuses des Titans cette saison. C'est contre les Dolphins 31-12, contre les Patriots 20-17 et contre les Texans 32-27, si je ne dis pas de bêtises. Les Titans qui ont été cette saison très en difficulté, Yaya l'a dit, juste souligner quand même la belle performance de Nick Westbrook-Ikhine, leur receveur, mais ils avaient perdu beaucoup de monde, on se demandait comment ça allait se passer, ça a été une saison vraiment galère pour Tennessee. Ils avaient perdu beaucoup de monde, en effet, à commencer par leur head coach Mike Vrabel, qui partait après être resté un certain nombre d'années, mais on avait déjà dit lors de la saison précédente que c'était une équipe qui arrivait en fin de cycle. DeAndre Hopkins est parti lors de la trade deadline, Derrick Henry est parti avant même le début de la saison, lors de la off-season précédente. C'était leur première saison depuis 2015 sans King Henry, qui est parti sous les meilleurs auspices de Baltimore. Et les Corbeaux. Et des Corbeaux, voilà. Donc, ce bilan de 3 victoires et 14 défaites, c'est leur plus petit nombre de victoires depuis 2015, leur plus grand nombre de défaites depuis 2014. Et si nos amis des Titans ont en effet remporté, si on peut dire, le first pick de la prochaine draft, eh bien, ils ont aussi décroché une autre timbale, c'est qu'ils n'ont aucun joueur sélectionné pour le Pro Bowl de cette saison écoulée. C'était donc la première saison de Bill Callahan en tant que head coach, et il rend une fiche, alors déjà un bilan victoire-défaite qui est, on l'a dit, plus que passable. Il termine avec la 27e attaque de la ligue, 26e à la passe, 19e au sol, et la 30e défense, 26e contre le sol, mais deuxième contre la passe. La force de ce club, c'est le point fort, ça reste le backfield défensif, qui a enregistré l'arrivée de L'Jarius Sneed en provenance de Kansas City. Il a d'ailleurs réalisé 5 interceptions la saison suivante. Et du côté offensif, alors, tu parlais du corps de receveur, on peut aussi citer Calvin Ridley qui finit avec 1017 yards et 4 touchdowns. Au sol, Tony Pollard qui franchit la barre des milliards, mais seulement 5 touchdowns marqués. Et puis on parlait de Will Levis. Will Levis a joué 12 rencontres puisqu'il a subi une blessure, si ma mémoire est bonne, contre Miami en semaine 5, et il a aussi été benché à plusieurs reprises dans la saison pour des questions de performance, et il rend une fiche à 2091 petits yards, 13 touchdowns et 12 interceptions. C'est pas suffisant. Levis, il avait épaté beaucoup de monde lors de ses débuts, lors de la saison précédente, donc de la saison 2023, où il lance 4 touchdowns dès son premier match. Et depuis, eh ben, on a rien vu d'autre. Et c'est vrai que sur le poste de quarterback, il y a un gros point d'interrogation pour Tennessee. Donc, est-ce que la reconstruction passe par la draft pour ce club ? Très certainement. Le choix lors de la draft de cette année va être particulièrement intéressant à suivre parce que au final, il y a quand même un certain pool de talent dans ce club autour duquel reconstruire. Mais attention, la route est longue et la pente est forte. Justement, on fait quoi, Yaya, avec très rapidement avec ce premier choix de draft? Est-ce que on trade down pour, quand je dis on, c'est les Titans, hein, évidemment, pour récupérer plusieurs choix de draft, et éventuellement reconstruire encore plus solidement l'équipe? Est-ce qu'on va chercher un quarterback parce qu'on l'a dit, Will Levis n'a pas franchement rassuré à cette position, ou est-ce qu'on se dirige vers un autre poste? Je pense notamment à Abdul Carter, le defensive end de Penn State, qui a dit encore aujourd'hui je suis le meilleur joueur de ce pays, je devrais être choisi en numéro 1 par les Titans. Est-ce que renforcer la défense est finalement peut-être pas la meilleure solution? Aujourd'hui, de plus en plus, le consensus se fait autour de ça, c'est-à-dire que les deux quarterbacks qui sont visiblement les plus... Est-ce qu'ils valent mieux que Will Levis? C'est ça la question. Il y a un consensus pour dire que non.
Est-ce que Cam Ward et Shader Sanders, hein, parce que c'est les deux dont je suppose tu parles, sont Surtout, valus. c'est que si tu les mets, on revient toujours au même problème dont on parle depuis que je suis arrivé dans le podcast. C'est C'est-à-dire depuis 12 ans maintenant. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai que toi, tu parles en vie de chien. Donc, Je parle en année depuis nos dernières victoires, alors t'imagines, ça remonte. oui, alors toi, c'est encore plus loin que moi. Non, mais en fait, le truc, c'est que est-ce qu'il y a un quarterback pour aider à se développer le rookie? C'est toujours la même chose. Ouais. Tu le jettes dans la fosse au lion direct. Donc, et tu vas le cramer. Alors aujourd'hui, tu vois, si tu veux continuer à développer ton équipe et dire la pièce le quarterback, on ira le chercher après, oui, pourquoi pas aller chercher autre chose. Mais aller chercher un quarterback alors que tu n'as rien autour, oui, il y a du talent, mais il faut qu'il y ait quand même une ligne, il faut qu'il y ait des vétérans qui prennent soin de lui, qui lui apprennent le jeu. Après, ils ont du cap. Hein. Ils ont du cap. Oui. On sait qu'il va y avoir quelques QB agents libres pas inintéressants. On peut aussi investir là-dedans. Hein, et tu vois la saison prochaine pour ta draft. Si tu peux, mais les codes. Est-ce que c'est des QB bridge, des QB bridge? Parce que si tu prends un quarterback, c'est pour le mettre en couveuse derrière et pas faire ce qui a été fait sur les autres. Hein. Ah oui, non, mais bien sûr, ça serait dans cette optique. Je doute qu'ils trouvent leur franchise quarterback sur la free agency pendant l'intersaison. Oui. C'est peu probable, effectivement. Alors, de toute façon, on reparlera sans doute du premier choix de draft, mais aussi des suites des Titans pour la saison prochaine, puisqu'évidemment, ça, ce sera au mois d'août. Il y aura toutes les previews division par division, là aussi, où on pourra savoir tout ce qui s'est fait pendant cette intersaison qu'aujourd'hui, évidemment, nous ne connaissons pas encore. Un petit mot maintenant sur nos amis de Jacksonville. Oui, je sais bien. Bon, il y a un petit mot sur Jacksonville, les Jaguars de Jacksonville. Alors, c'est mieux, mais c'est à peine mieux. 4 victoires dans cette saison 2024. 4 victoires, 13 défaites pour les Jags. Oui, qu'est-ce qu'il y a, mon Yaya? Non, c'est juste que les Jaguars. Tu veux parler de Trevor Lawrence. Je sais que tu veux parler de Trevor Lawrence. Oui. Je sais que tu as un amour pour Trevor Lawrence. Alors, vas-y, parle-nous de Trevor Lawrence. Non, c'est juste que je voulais prendre parce que pour moi les Jaguars c'est la méga déception. Tu vois, c'est il y a 2 ans, enfin 2 saisons, ils étaient en playoff, ils ont fait quelque chose de plutôt pas mal. Et là c'est mais mon Dieu où ils sont tombés quoi. Depuis le fameux match pas cette saison, la saison d'avant où Trevor Lawrence se blesse contre les Bengals, c'est la descente aux enfers. Oui, il faut rappeler aussi, parce que tu disais qu'il y a 2 saisons, ils étaient en playoff, c'est tout à fait exact, mais au milieu de la saison 2023, rappelons-nous qu'ils étaient quasiment à mi-saison en position pour être first seed de l'AFC hein, à ce moment-là. On avait même fait ce fameux podcast avec Seb sur les first seed de l'AFC où on discutait des Jaguars et derrière ça a été la descente aux enfers. Quoi. Donc ça fait 18 mois que c'est la descente aux enfers. Oui, tout à fait. Donc là, il y a un changement de coach. Il y a un changement de tout là. Coach, DM, il y a tout là. Visiblement, l'environnement est ultra toxique. Le propriétaire fait n'importe quoi. Il n'a pas de direction. Il n'y a pas de direction claire. C'est ultra décevant. Les Jaguars, c'est une équipe, tu vois, t'as envie de les aimer, mais ils font tout pour se faire détester, quoi. Et tu vois, Trevor Lawrence, quoi, ça devait être le quarterback générationnel. Et le gars, on rappelle qu'il a prolongé lui l'année dernière, qui est devenu même l'un des quarterbacks les mieux payés de la ligue, Trevor Lawrence. Il a joué 10 matchs cette saison, si je dis pas de bêtises, donc un peu plus de la moitié de la saison. Tu rejoins Yaya, c'est pour toi les Jaguars, c'est l'une des grosses déceptions de cette saison. Oui, à titre personnel, j'attendais pas grand-chose, mais je suis déçu quand même. J'ai jamais réussi à vraiment croire, même en essayant de me persuader très très fort, à l'espèce de hype toute relative, qui s'était montée autour d'eux justement suite à leur petit tour en playoff il y a 2 saisons de cela. Je sais pas pourquoi, j'arrivais pas à croire au projet. Il y a eu la blessure de Trevor Lawrence
il y a 2 saisons de cela, oui, qui leur a coupé les ailes. Je me souviens très bien de ce podcast. Il fallait quand même que je réussisse à me convaincre que Jacksonville pouvait être un potentiel first seed. Hein. C'était un petit peu compliqué pour moi. Cette saison, effectivement, Lawrence, il ne joue que 10 matchs parce qu'il est victime d'une tentative d'assassinat en 10e journée. Alors, il y a quand même quelqu'un qui dirait que non. Il avait qu'à se coucher plus tôt. Et on salue, et ben tiens, d'ailleurs, ça nous permet de saluer Wake parce que moi je nomme les gens. Moi j'y vais. Et Il nous invite à manger bientôt, au fait, les gars. Je suis en train de négocier pour qu'il nous invite à manger. Et si jamais vous voulez réentendre le podcast sur Aziz El Chaher qu'on avait fait spécial, c'était il y a 2 mois de ça environ, 2-3 mois de ça, n'hésitez pas, vous pouvez les retrouver sur Spotify et vous retrouverez tous les détails de cette action dont Seb nous parlait. Donc voilà, il a une saison qui a été coupée. Il finit du coup avec des stats qui sont très très mitigés. 1145 yards, 11 touchdowns, 7 interceptions. Ce qu'il faut aussi voir, c'est la structure de leur saison. Enfin, ils ont commencé avec 4 défaites de suite. Donc déjà, tu te mets dans un trou dont tu auras du mal à te sortir. Et il y a une nouvelle série de 5 défaites entre les semaines 8 et 13. Comment tu veux t'en sortir dans ces conditions? Une petite lueur d'espoir quand même, c'est Brian Thomas Jr., le receveur rookie, 87 réceptions, 1282 yards, 10 touchdowns. Mais c'est bien la seule raison d'espérer pour les fans des Jaguars. Hein. Et Bixby, Tank Bixby, oui, enfin, il y a un duo, il y a quand même ils agissent en comité hein, sur le poste de running back. Je suis pas sûr à 100% que Bixby ce soit un featured back, un workhorse sur qui tu peux mettre le ballon 20 ou 30 fois par match et qui va... honnêtement, je sais pas. Je n'arrive pas à lire cette équipe. Déception très certainement pour la ligue et pour les fans qui se voyaient des jours un petit peu plus glorieux. Bilan, fin de règne là aussi, hein, terminé pour Doug Pederson, terminé pour leur general manager également. Et puis là, il va y avoir une très jeune équipe hein, quand même qui va venir, c'est Liam Cohen hein, qui sera l'entraîneur l'an prochain. C'est vraiment, on remet tout à plat, hein, quasiment le GM est nouveau aussi. Enfin bref, il y a vraiment une vraie remise à plat. Seule chose qui sera gardée, c'est Trevor Lawrence comme quarterback. Ça là-dessus, voilà. Ouais. Après, il y a quand même du talent hein, dans cette équipe. Tu vois, quand t'as quand même un Trevon Walker. D'ailleurs, dernier joueur non quarterback à avoir été choisi en numéro 1 de la draft. Ouais. Donc, ouais ça, voilà. Et même, tu vois, Josh Hines-Allen, c'est pas dégueu. Alors, il fait pas la meilleure saison de sa carrière, mais c'est correct, tu vois. Non, mais une fois de plus, il y a du talent, mais il n'y a pas de direction, comme tu le disais. Voilà. Donc, souhaitons que la nouvelle équipe en place. Moi, je suis assez fan de Liam Cohen. Hein, pour tout dire, je suis assez fan de son travail. Je suis curieux de voir ce qu'il va faire sur un poste de head coaching. On passe aux Colts d'Indianapolis et ça nous permet de saluer Edo, de notre ami des Mousquetaires, qui est fan des Colts, paraît-il. Il en faut. Nos amis donc fer à cheval, les Colts d'Indianapolis. Je vois la tête de Yaya qui est ravi de parler des Colts. Je sais pas pourquoi. Ouais, alors, je vais être clair, même s'il y a des fans, ça peut-être pas. Moi, ça me fait rien les Colts. Mais ça m'a jamais rien fait. On t'a pas demandé non plus de te tripoter devant. Hein, non, mais non, je me tripote jamais. Mais en tout cas, les Colts d'Indianapolis qui eux ont réussi quand même à avoir la 2e place. Mais bon, Seb nous dirait que c'est une 2e place par défaut, puisque fallait voir les autres. 8 victoires, 9 défaites. Finalement, les Colts, on le rappelle, ils ont perdu leur place en play-off dans une défaite mémorable face aux Giants, mon cher Yaya. Mais quel bande de tocards! C'est le seul match qu'ils devaient gagner, ces tocards. On a quand même eu une équipe qui est encore à 2-3 semaines de la fin. Seb était en position de pouvoir aller chercher ses play-offs. Mais oui, c'est ce qui définit la saison des Colts, c'est l'inconstance et une opportunité manquée justement d'aller tailler des croupières aux Texans de Houston. Et là, ils peuvent avoir
beaucoup de regrets. Ils ont commencé leur saison, je crois qu'en 4e semaine, ils étaient 2 victoires, 2 défaites. Je ne crois pas, j'en suis sûr. Et après, ils vont avoir une série de 3 défaites en mi-saison contre Houston, Minnesota et Buffalo notamment, et qui va définitivement exposer leur faiblesse parce que face à ces grosses écuries, entre guillemets, toutes choses égales par ailleurs, eh ben, ils vont prouver qu'ils sont pas capables de passer le step. Ils sont pas capables de gagner. Et une des illustrations de cette inconstance, c'est Anthony Richardson. Il finit avec 1814 yards, 8 touchdowns, 12 interceptions. Il rajoute 499 yards à la course et 6 touchdowns au sol. Il est extrêmement dynamique. Et c'est un joueur qui, vraiment, d'une action à l'autre, peut soit réaliser le truc le plus extraordinaire que j'ai jamais vu sur un terrain de foot, et le jeu d'après, faire une véritable catastrophe en prenant une décision incompréhensible. Alors, on peut mettre ça sur le dos de sa jeunesse, ce que je n'hésite pas à faire, mais il va falloir trouver un moyen de le sécuriser un petit peu plus, ce garçon, et de réussir à exploiter ce potentiel athlétique, parce qu'il en a, et un vrai, parce que là, il se fait parfois plus de mal que de bien. Oui, mais c'est un Jameis Winston 2.0. C'est Non. Ah non, je suis pas d'accord. Stop tout de suite. Jameis Winston est unique. Il n'y a pas deux Jameis Winston, donc arrête de tenter des comparaisons foireuses avec Jameis Winston. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Non, mais je vais nuancer ce que je viens de dire. Je serais d'accord si la saison prochaine, il réalise le même type de performance. C'est-à-dire qu'on reste sur cette vague d'inconstance et de... Non, mais attends, voilà. Le gars, en 3 saisons, il n'a pas progressé. Ça veut dire que depuis le lycée, il a fait une année à la fac qui n'a même pas joué. L'année dernière, il se blesse parce que il y a un amas de joueurs, je vais me faire défoncer. Ouais, ben j'y vais quand même. Oh. Et tu connais ma théorie? Tu connais ma théorie? Et si c'était un quarterback asperge? Et s'il lui fallait 3 ans pour mûrir dans la NFL? Et voilà. Tu sais le fameux quarterback asperge? Là, oui, tout à fait. Mais il a même pas eu à la fac le temps de travailler. Il n'a pas travaillé, il est parti directement. Mais voilà. Et il est pris de top 5. D'ailleurs, il n'a même pas été travaillé en cours non plus, hein, apparemment, ça se trouve. Oui, mais bien. Attends, tu veux vraiment qu'on parle de la NCAA et des cours de poterie? Non, mais il suffit que tu regardes The Last Chance You et tu verras. Hein. Cours de poterie. Ouais. Bon, bref. Et c'est de fumisterie. Oui, attends, et les gars, ils arrivent même à faire des fautes d'orthographe à leur nom. Alors, tu sais. Justement, tu me compares pas ça à Jameis Winston. Raison de plus. Non, mais c'est dans le sens où c'est des pétards ambulants, quoi, les gars. Ah bah ça, oui. Mais d'ailleurs, aujourd'hui, les Colts ont dit qu'il y avait une concurrence qui serait probablement mise en place entre Anthony Richardson et un quarterback recruté pendant l'intersaison. Ouais, bah... C'est peut-être la meilleure chose à faire. C'est peut-être la meilleure chose à faire parce que c'est peut-être comme ça qu'on verra. Ils vont aller chercher Aaron Rodgers. On va voir double. Mais après tout n'est pas en attaque. Je trouve que tout n'est pas non plus tout noir pour cette équipe parce qu'ils ont une bonne offensive au sol. Ils sont quand même encore Jonathan Taylor, quand même. Jonathan Taylor qui passe 1431 yards, 11 touchdowns, il fait 8 matchs à 100 yards ou plus. Un monstrueux, il y en dans a, la je saison. sais plus, c'est en semaine 13 ou 14 ou 15. Enfin, il fait une pointe à 200 yards. Il y a un match où il est monstrueux. Je sais plus quel match c'est. Ouais. Et ils ont Quentin Nelson dans la ligne qui est comme d'hab et est très très bon. Hein. Et alors, idem, en défense, il y a de bonnes individualités. Tu as Zaire Franklin qui fait 93 plaquages, il est 3e NFL. Le defensive end DeForest Buckner qui fait 6,5 sacs. Mais c'est une défense qui encaisse quand même 427 points. Ça fait 25,1 points par match. 24e scoring defense. Ça fait beaucoup. Là aussi, il y a quelque chose à travailler. Hein. Mais vraiment, ce qui est dommage, c'est qu'ils ont peut-être loupé un créneau. Alors, s'ils avaient pris la place de Houston en tête de la poule, soyons clairs, hein, ils se seraient fait démonter dès le tour de wildcard. C'est probable. Ce club. Je pense que ça faisait. Mais
ils ont quand même manqué un créneau. Ils ont manqué l'occasion d'accrocher une bannière de Division Champ au toit du Oui. stade. Je pense pas. Et ouais, c'est un peu la marche est un peu haute quand même pour eux. Bah, on s'est rendu compte que la marche était trop haute en courte saison, justement à cause de tout ça, à cause de cette inconstance, de cette incapacité à enchaîner les victoires, à produire du jeu en attaque de façon pérenne et à pas sans cesse reposer sur un coup Ouais, de c'est dé. ça. Voilà. Bon, en tout cas, ça s'annonce encore. Je sais pas ce que vous en dites, mais on va voir comment l'intersaison se déroule. Mais entre les Colts, les Jags, les Titans, à cette heure-là, pour voir comment ça va se goupiller d'ici le début de saison prochaine, c'est quasi le brouillard plein. Hein, parce qu'entre les Jaguars qui ont toute une nouvelle équipe, Ouais, mais les ça peut très Titans bien. qui se reconstruisent, on sait même pas qui vont choisir en premier, etc., etc. Voilà. Et ça peut vite cliquer aussi. D'un Jacksonville ou Tennessee, Et oui, justement. je suis beaucoup plus nuancé sur Indianapolis. Je pense que eux, poulet sans tête. Et mais tu vois, Tennessee, ça peut tu vois, ils font un ou deux bons choix. Mais c'est pour ça que je te dis que c'est difficilement lisible à cette heure-là, parce que si Ouais. justement ils font ce bon choix ou ces deux bons choix et que ça clique tout de suite, l'an prochain ils peuvent très bien se retrouver à la concurrence ils peuvent faire un bottom two first. Hein. Ah, complètement. En fait, c'est trois clubs Ouais, qui c'est sont en ça. plein chantier. Et c'est pour ça que c'est alors a priori celui d'Indianapolis est un petit peu plus avancé parce que le coaching staff est en place, va être plus en place que du côté de Jacksonville, notamment puisque ils arrivent tout juste. Mais c'est trois équipes qui sont en complète reconstruction et c'est pour ça que c'est si difficile Ouais, à tout à lire. fait. On va parler quand même de ceux qui ont fini en tête de cette division AFC Sud, parce qu'il a bien fallu un vainqueur, hein, comme tous les ans, même dans les plus mauvaises divisions. Les Texans de Houston, qui se sont donc qualifiés pour la deuxième fois même jusqu'au Divisional Round. 10 victoires, 7 défaites en saison régulière pour Houston. Est-ce que Yaya, Houston est un vainqueur d'AFC Sud par défaut? Je dirais pas jusque-là. On a beaucoup de fans de Houston qui nous écoutent. Je préfère le dire maintenant. Tu fais comme tu Oh, Pas de veux. pression, bah, Yaya, pas de pression. Pas de pression, mais non, vas-y. c'est alors ils Vous aurez montent dans noté, chers Houstoniens et tout, que moi, je ne fais que poser la question. non, en fait, ce que je veux dire, c'est que j'irai pas jusque-là, qu'ils sont par défaut, parce que je trouve qu'ils font quand même ce qu'il faut. La seule chose, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont marqué le pas dans la progression. La saison précédente était tellement belle, tellement forte, qu'on a l'impression d'avoir. Et puis, il y a eu un tel recrutement qu'on s'est attendu à l'explosion et qu'ils arriveraient à être des contenders. Non, ils ne sont pas encore contenders. Ils ont encore à modeler l'effectif. Je pense qu'il y a quelques retouches à faire. La greffe Stephen Diggs laisse un petit goût, un arrière-goût amer. Je suis pas sûr que avec le temps, c'était vraiment le bon choix. Joe Nixon qui arrive, ça c'est bonne pioche et il va vraiment falloir renforcer la ligne. Notre ami CJ Stroud s'est fait saquer 52 fois quoi. Ah oui, ça, il y a eu des gros problèmes là-dessus. Justement, Ouais. Seb, c'était la question que j'allais poser, celle que tu as soulevée. Yaya, on a eu un vrai renfort, deux vrais renforts du côté de Houston pendant cette intersaison. On s'attendait peut-être à monts et merveilles après la très belle première saison de CJ Stroud, la très belle première saison de Will Anderson Jr. aussi du côté défensif. Est-ce que est-ce que tu restes un peu sur ta faim avec ces Texans? Parce qu'on a beaucoup dit quand même: «Ah, ça aurait pu être mieux». C'est déjà pas mal, hein, ils perdent contre les Chiefs en playoff, c'est pas une mauvaise saison pour Houston, loin de là, hein. Faut se rappeler d'où vient Houston il y a quelques saisons. Mais, est-ce que tu restes quand même un peu sur ta faim? Un petit peu, oui, parce que comme tu l'as dit, ça aurait pu être mieux. CJ Stroud, il a eu une deuxième saison un petit peu difficile. Alors, faut relativiser, hein, parce qu'il lance quand même 3727 yards, mais c'est 400 yards de moins que la saison précédente. Il a un rating qui passe de 100.8 à 87.
Ça peut s'expliquer d'une part par les problèmes rencontrés sur la ligne offensive. Il a été énormément mis sous pression. Et puis également du côté des receveurs, Il y ils a eu ont de eu la beaucoup de mal blessure à... aussi. Il y a eu de la blessure. 17 matchs manqués au total, combinés sur tout le corps de receveurs, dont 9 pour le seul Stephen Diggs. Ouais. C'est quand même compliqué d'avoir un corps de receveur stable dans ces conditions. On parlait de Joe Mixon, 1016 yards en 14 matchs. Ils en avaient besoin parce que la saison dernière en attaque, c'était un gros point noir, cette attaque au sol. Alors attention, ça manque un peu de profondeur sur le poste de running back parce que Damon Pierce derrière, c'est pas forcément la sécurité sociale. Il avait fait une très bonne saison rookie, mais il marque le pas. Il marque le pas, exactement. Et en défense, alors le point fort de cette défense sur le papier, c'est son backfield, 19 interceptions réalisées. Je pense notamment à Derek Stingley et Calen Bullock. Sans doute que l'apport de Daniel Hunter avec ses collègues de la ligne défensive n'y est pas pour rien, parce qu'ils ont réalisé beaucoup de pression également sur les QB adverses. Et même si tu vas pas jusqu'au sac, ça force des passes et ça permet aux autres défenseurs de réaliser des interceptions. Néanmoins, 10 victoires, un deuxième titre de division de suite. À nouveau, les playoffs, ils sont battus en divisional round par Kansas City 23-14. Il n'y a pas à en avoir honte. Il y a 3 ans, on aurait dit ça aux fans de Houston, je pense qu'ils ne l'auraient pas cru. Donc certes, en effet, ça peut être mieux. Il manque peut-être quelques pièces. Il y a quelques bouts noirs serrés. Moi, je suis assez confiant sur ce qu'ils ont construit. Les bases sont très solides. Ce qui leur manque, c'est un autre club pour les challenger dans leur division. Ils font quand même 5 victoires, une défaite dans la division. C'est là-dessus qu'ils vont en playoff parce que. Bien sûr. Seule défaite contre les Titans, d'ailleurs. Ouais. Oui, exact. Mais ils étaient. Enfin, si tu veux. Il y a une chose sur le duo Hunter-Anderson. Anderson, il met 11 sacs en 14 matchs, quand Hunter en met 12 en 17. Donc ça veut dire que tu vois, avoir un duo de pass rusher à plus de 10 sacs, ça change une donne, ça permet de voir. Ouais. Ah ben complètement, on est d'accord. Donc je pense que la vraie identité des Texans, c'est la défense. Ouais. Et c'est une équipe ultra défensive. Et c'est comme ça qu'ils ont été construits. Et le fait que CJ Stroud fasse une très bonne saison rookie, a changé la donne et a donné un côté sexy à une équipe où l'identité est vraiment la défense. Moi, quand je parle de la saison des Texans, je revois cette image absolument terrible de la blessure de Tank Dell. Je ne sais pas si vous vous souvenez, contre les Chiefs, où il marque son touchdown et où il se blesse gravement. À ce moment-là, les larmes de CJ Stroud et tout, c'était vraiment quelque chose de... Alors, on vient d'avoir des nouvelles il y a 2 jours. Il a été réopéré de son genou. Normalement, il devrait être de retour pour le début de la saison prochaine. Mais c'est vraiment une opération. Apparemment, c'était du 4 heures d'opération. Bref, c'était un chantier, le pauvre. Et de mémoire, c'est 2e saison d'affilée qui se blesse. Et puis là, c'est l'ascenseur émotionnel, tu vois. Tu viens de marquer un touchdown contre les Chiefs, et puis en même temps, tu t'es complètement fracassé. Et puis là, pas qu'un petit peu pour tout le reste de la saison. Bref, en tout cas, voilà, un petit coucou déjà à tous ceux de fans de Houston, parce que comme je le disais, il y en a pas mal qui nous écoutent, donc et qui sont toujours plutôt sympathiques d'ailleurs avec dans les commentaires sous les podcasts. Franchise. Voilà, pas comme d'autres franchises, mais en tout cas à Houston, ils sont plutôt sympathiques, donc on les salue. Et là, pour une fois, on peut dire Houston, on n'a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Pour Houston, pour l'instant, tout se passe plutôt bien. Par contre, une franchise qui a des problèmes, on va passer du côté de la NFC Sud. Les problèmes commencent, parce que là, pareil, on va commencer par la plus mauvaise des franchises de la saison dernière. J'ai nommé pas les Falcons, non, c'est pas eux. J'ai pas nommé les Panthers non plus, non, c'est pas eux non plus. Ce sont bien les Saints de la Nouvelle-Orléans, 5 victoires, 12 défaites. Je sais même pas quoi dire. Ils étaient partis avec un 2-0 quand même. On se disait, oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Que s'est-il passé? 90 points en 2 matchs et derrière.
patatras. C'était énorme. C'était énorme. Ce début de saison, le doublé Panthers Cowboys, si je dis pas de bêtises, c'était splendide. Je crois qu'on peut dire, sans avoir peur d'en faire trop, qu'on était les champions des 2 premières semaines, quoi. Je veux dire ça, là-dessus. Ah, de loin. Alors, ça a été plus compliqué par la suite, effectivement. Ça s'est gâté dès la semaine 3. Alors, Alors, pas ouais, trop, mais la pas trop en semaine semaine 3 3, parce semaine qu'ils tiennent 3, les non. Eagles. Ils tiennent les Eagles en semaine Oui, 3. mais C'est- oui, mais ils perdent de pas grand-chose. Et puis, c'est la lente descente aux enfers, hein. Là où peut-être le point d'achoppement, ça a été la défaite contre les Panthers à Carolina, où là, on a compris que la saison était fichue et que l'entraîneur aussi était dehors, hein. Ça, c'est voilà. Il avait Bon, une mauvaise. les Saints de Nouvelle-Orléans, donc. Au milieu, tu as quand même une satanée raclée par les Buccaneers. Oui. Il y a Le un 51-27, là 51-27 Ouais, À ça, domicile ça super pique, mal. ouais, ça Et pique. il y a 7 défaites de suite. Je crois que c'est leur plus grosse série de défaites depuis Et c'est 1999. le plus mauvais bilan de la franchise depuis bien longtemps aussi. Et alors, on va en parler juste après, mais il y a d'autres problèmes pour les Saints à venir pour la saison 2025. Mais déjà, on va rester sur cette Oui. saison 2024. Est-ce que Seb, est-ce que tu es déçu de la saison des Saints? Je pense que personne va dire que tout le monde est ravi à 5-12. mais est-ce que tu t'attendais à ce niveau-là de contre-performance? Non, très honnêtement, je pensais vraiment que, comme la saison dernière, en fait, ils allaient se retrouver et c'est dire si j'étais un À, visionnaire sur à cette division, 7-10, 8-9, 9-8. disons à se battre comme des chiffonniers avec Atlanta lors de la dernière journée. Et Tu à vois. laisser Tampa Bay gagner. Voilà, tu vois. Je pensais vraiment qu'ils auraient peut-être ce rôle avec Atlanta de mouche du coche, deux de ces clubs qui pouvaient prendre la tête de la poule sur un coup de dé en fin de saison, puisque voilà. Alors on parle de la médiocrité de cette poule, mais faut quand même reconnaître que en son sein, elle est compétitive dans le sens où la tête change très souvent en cours de saison et on a très peu de temps pour s'ennuyer. Mais là, on est en train de creuser le fond du baril du côté de la Nouvelle-Orléans parce que on parle de ces 7 défaites de suite, mais ils finissent en apothéose avec 4 défaites consécutives lors des 4 derniers matchs. Et C'est peut-être que la défaite la plus encourageante est la dernière, paradoxalement. Tu vois, le dernier oui. match contre Tampa Bay est peut-être le plus abouti de la toute deuxième moitié de saison, quoi, tu vois. Après le concept de défaite encourageante et pour Bah, moi quand on est à 5-11, tu sais, tu ah mais oui, t'encourages mais que quand on tu est dans la peux. misère, on se rattrape à ce qu'on peut, bien sûr. Bah, Alors mais tu après vois, dans le contenu du match, je trouve que le contenu de leur prestation contre les Buccaneers est plus intéressant que ce qu'ils ont montré lors de la victoire face aux Giants. Tu vois, par exemple, c'est pas pour rappeler qu'une fois de plus, les Saints ont battu les Giants, mais je vais le rappeler quand même, les Saints ont battu les Giants cette saison. Voilà. Et puis, ils les rejouent l'an prochain, ce qui est plutôt une bonne nouvelle, parce que généralement, ça fait une victoire au calendrier, mais c'est déjà ça de prix. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Deux doigts de Non, je dis- coupe fin. je- Vas-y, mon Seb, finis ta phrase, parce que c'est pas intéressant. attends, drôle. Il va avant parler avant de Manning, je sens. avant de parler de la saison prochaine, il faut déjà se concentrer sur celle-là, parce que C'est sur pas la cette peine, hein. parce qu'après ils n'ont pas été épargnés par les blessures, les Non. Saints, entre Chris Non. Olave, Derek Carr, le centre Eric McCoy qui a quasiment séché toute la saison, Tyson Hill, Alvin Kamara, Rachid Shahid. Alors eux aussi, ils ont une infirmerie qui a été bien pleine, mais surtout, ce qui est inquiétant, c'est l'absence de direction du club, qui en fait tente de reconstruire en permanence avec des joueurs d'expérience, tout en conservant des vétérans qu'ils payent très très cher. Et ça ne fonctionne pas. Vraisemblablement, non seulement ça ne fonctionne pas, mais en plus, financièrement, ils sont dans une situation qu'on va Catastrophe. qualifier délicate. Je crois qu'ils sont à moins 47 millions dans le Ouais, cap. 47 millions. Ouais. Voilà, ils sont dans 47 millions. Et tu Moins peux pas. 47 millions, hein, on Ouais, reprécise. Hein, moins 47 millions. Ils sont dedans de 47 millions. Tu peux pas. T'as pas vraiment. Et si tu regardes, ils n'ont pas vraiment d'assets à lâcher, ou du moins qui désireraient lâcher. Ah, Et tu oui, c'est peux ça. pas signer de free agent quand tu es dedans de 47 ou 50 millions. Je ne sais pas comment ils vont sortir de ce trou. Vraiment. Alors, Moi, il y a juste une ouais, petite vas-y, chose. ouais.
Après, je t'explique le plan. C'est que Je t'explique le projet. Après. C'est que les Saints ont les mêmes propriétaires que l'équipe de NBA, les Pelicans, et les deux ont des soucis de blessures. Alors moi, je me demande s'il n'y a pas un truc vaudou autour de là. Je vous le dis tout de suite. C'est juste pour faire un coucou à l'équipe de N1, Voilà. podcast qui sort tous les mardis. Voilà. Podcast de The Playoff, évidemment, aussi autour de Yaya et de Chris, notamment. Alors, pour te faire un schéma du plan qui est truc, déjà, il y a eu un changement de coach. Kellen Moore est arrivé. Bon, il y a eu un changement à peu près de tout, parce qu'il y a eu le coordinateur offensif qui a changé. D'ailleurs, ça va être un ancien de nos quarterbacks, Doug Nussmeier, qui revient du côté de la Nouvelle-Orléans. Le projet, d'après ce que j'ai cru comprendre, c'est de donner à Kellen Moore 2 ou 3 ans pour reconstruire l'équipe. Ce qui aurait dû être fait il y a 10 ans, on est bien, enfin il y a 5 ans, on est bien après le départ de Drew Brees. Bon, c'est pour ça que dans les rumeurs qui circulent, Taysom Hill serait partant, notamment. Cam Jordan pourrait être partant aussi. Bref, l'idée c'est de dégraisser clairement lors de cette intersaison-là, quitte à ne pas être très compétitif l'année prochaine, parce que la draft 2026 s'annonce meilleure en quarterback que celle de cette saison 2025. C'est pour ça que Derek Carr à la Nouvelle-Orléans au mois de septembre, c'est peu probable aussi, c'est même très probable qu'il soit envoyé ailleurs d'ici là. Alors, qui en voudra, tu peux le couper aussi. Tu peux le couper aussi. Il y a des gens qui en voudront. Vu le nombre de besoins de quarterback et le nombre de quarterbacks à la draft, il y a Derek Carr, il trouvera preneur. Oui, il va trouver. Ça, il n'y a pas de souci. Maintenant, le truc, c'est que ça fera quand même de la dead money, ça, de toute façon, dans le cap space. Mais, et puis, il y a la question de qui mettre comme quarterback. Parce que tu aurais pu garder Taysom Hill pour servir de backup, par exemple, à Spencer Rattler. Bon, si Taysom Hill s'en va, visiblement, on part sur du Spencer Rattler, et puis je ne sais même pas qui en 2 ou en 3. Bref. Mais la saison, clairement, faudra pas juger Kellen Moore sur sa saison 2025. Ça, c'est très clair. Parce que l'idée, c'est pas qu'il soit là pour 1 an, et puis s'il fait un bilan à 4 victoires, il dégage. Très clairement, c'est pas l'idée. L'idée, c'est de prendre enfin le problème comme il aurait dû être pris il y a 4-5 ans avant que ce cap space se creuse comme c'est pas permis, quoi. Parce que là, c'est catastrophique. Enfin, le pauvre Kellen Moore, il arrive dans une équipe qui est vieillissante et qui en plus n'a pas de cap space. C'est juste la pire situation qui puisse arriver pour un head coach. Enfin voilà, ça c'est pour les Saints. Un mot, mon Yaya? Non, c'est bon, pas d'autres mots à dire. T'as à peu près tout dit. Le problème, c'est qu'il se retrouve avec un quarterback vétéran qui est venu pour gagner, mais qui n'a jamais gagné où il était, donc il n'a pas amené une culture de la gagne. T'as Alvin Kamara qui était un joueur. Non, mais qui était un joueur superstar qui a été. Maintenant, si tu veux, le problème, c'est qu'il rend cette équipe un peu trop bon pour être vraiment au fond du trou. C'est ça, parce que Alvin Kamara, encore, tu le mets dans une bonne équipe, je suis convaincu qu'il défine plus d'une équipe. Il fait une saison de dingue. Ça, il fait une saison à la Saquon Barclay. C'est énorme. Moi, c'est pareil pour Chris Olave. Alors, Chris Olave, c'est un autre problème. C'est-à-dire que maintenant qu'il a pris des commotions, oui, ça, c'est un autre... je suis pas sûr qu'il puisse se remettre. Oh, si. Sur ses qualités intrinsèques, il n'y a pas de problème. Oui, mais il peut. Le problème, c'est qu'il va être ciblé par. Ça, c'est sûr. Voilà. Pour moi, c'est ça le vrai problème. Mais tu vois, c'est un joueur qui est énorme, Chris Olave. Qui est bourré de talent, ça c'est clair. Là-dessus, c'est sûr. Et qui est gâché clairement par tout ça. Mais même on a vu Rachid Shahid cette année faire des prestations intéressantes aussi. C'est pareil. Et ça manque pas de talent, mais ça marche pas. Parlons des Panthers qui ont le même bilan que nos amis des Saints, 5 victoires aussi. Mais paradoxalement, mon cher Seb, j'ai envie de dire c'est peut-être un peu l'inverse. Tu n'aimes pas le concept de défaite encourageante, mais quand même cette saison à 5 victoires des Panthers, ça ressemble quand même sacrément à une satisfaction. Déjà, ils ont plus que doublé leur bilan en termes de nombre de victoires. Ils ont presque quintuplé ce qu'on attendait d'eux. Voilà, ils sont passés de 2-15 à 5-12, donc c'est une progression. Alors, il y a eu un épisode qui a été très discuté, c'est que Bryce Young, donc leur QB de deuxième année, a été très rapidement benché.
en deuxième semaine au bénéfice de Andy Dalton. Dalton, il sera confirmé les semaines suivantes et Young reviendra en 8e semaine au bénéfice d'une blessure d'Andy Dalton Un et accident de Young, voiture, en plus. C'est ça qui est pire, c'est voilà, même pas une blessure sur le terrain. C'est au bénéfice et, d'un euh, accident de voiture. et il restera titulaire pour le reste de la saison. Et quand on regarde le bilan respectif des deux hommes, Andy Dalton, il a un bilan d'1 victoire pour 4 défaites et Bryce Young de 4 victoires pour 8 défaites au cours de cette saison. Il a fait alors une saison qui n'est pas fracassante statistiquement, hein, Bryce Young, 60,9% de réussite, 2403 yards, 15 touchdowns, 9 interceptions, mais il a semblé beaucoup plus à l'aise et confiant après son passage sur le banc, et notamment il a enregistré 2 victoires de suite pour la première fois de sa carrière, en week 9 contre la Nouvelle-Orléans et en week 10 contre les Giants. Tiens, comme par hasard, le hasard fait bien les choses. C'était en Donc, Allemagne et Bertrand y était d'ailleurs. exactement. Et on a l'impression qu'il y a eu une vraie progression qui s'est produite pour ce joueur. Il y a aussi d'autres motifs de satisfaction. Chuba Hubbard au poste de running back qui court 1195 yards et qui marque 10 touchdowns. Sur les postes de receveur, il y a Adam Thielen qui est resté fidèle au poste avec 48 réceptions, 615 yards, 5 touchdowns. Et puis, il y a le rookie Xavier Legette, 49 réceptions, 497 yards, 4 touchdowns. Donc, quasiment autant, même une réception de plus que Adam Thielen, mais surtout un nombre de targets qui est drastiquement différent, parce que je crois que Thielen, je vais vous retrouver les chiffres exacts, Thielen a été targeté aux alentours de 70 fois, contre plus de 82 pour plus de 80 pour Xavier Legette. Donc ça veut dire qu'il est en train de s'imposer dès sa première année comme une cible viable pour Bryce Young, et c'est peut-être le début d'un duo qui va cimenter un petit peu ce club qui a besoin de se trouver une identité, en fait, après des années de disette et un choix de draft en 2024 que beaucoup avaient déjà qualifié de catastrophique, qui au final va peut-être pas s'avérer aussi catastrophique qu'on le redoutait. Bon, Yaya, cette saison de nos amis de Carolina, est-ce qu'être satisfait, est-ce que ça va dans la bonne direction? Alors, tu parlais d'Andy Dalton, juste avant que tu réagisses, Yaya, Seb, tu parlais d'Andy Dalton, qui a été d'ailleurs prolongé hein, par les Panthers, là, il y a quelques jours, parce que visiblement, l'entente entre Bryce Young et Andy Dalton est vraiment excellente. Humainement parlant, les deux s'apprécient énormément. Et donc, ils avaient envie de cimenter. Alors, c'est aussi une assurance hein, d'avoir Andy Dalton derrière Bryce Young en cas de pépin. Mais c'est aussi visiblement Andy Dalton qui prend vraiment très à cœur le rôle de mentor dont parlait Yaya pour d'autres équipes tout à l'heure, Oui. pour encadrer Bryce Young. Ouais, tout à fait. Et je pense que ça a vraiment, il y a eu vraiment ce changement au retour de Bryce Young dans la dynamique de l'équipe. Alors oui, ils ont gagné un match tout de suite avec Andy Dalton quand Bryce Young a été benché. Mais derrière, surtout, j'ai envie de dire, c'est vraiment le changement de dynamique. On a senti une dynamique dans l'équipe qui était vraiment différente. On est des suiveurs, on regarde tous les matchs. On a vraiment on a regardé les Panthers différemment à partir du retour de Bryce Young. Seb l'a dit, en termes de stats, c'est beaucoup mieux. On sent que le jeu s'est ralenti pour lui. Il a beaucoup plus confiance dans ses joueurs. Il s'est fait beaucoup moins saquer. Peut-être parce qu'il garde un peu moins la balle, parce qu'il a un peu plus confiance dans ses joueurs, dans son lancer. On sait que le sport de haut niveau, des fois, ça joue à des tout petits détails. Et du coup, ça a cliqué. On souhaite pour eux que ça reparte bien. Bryce Young a été vilipendé très vite avec son statut de premier choix de la draft, mais aussi en comparaison à CJ Stroud. Bien malin qui, à la fin de leur carrière respective, peut dire aujourd'hui qui sera le
le meilleur des deux, celui qui aurait été le plus haut. C'est peut-être un quarterback que précisément Bryce Young, il aurait fallu encadrer pendant, oui, un asperge, qu'il aurait fallu encadrer pendant 1 an ou 2 avant de le lancer dans le grand bain. En tout cas, ça s'est plutôt bien passé dans cette deuxième saison. Il a l'avantage, en plus, si j'ose dire, de jouer dans une division qui n'est pas la plus relevée de la ligue, et ça lui permet aussi d'acquérir de l'expérience sans avoir à jouer des mastodontes 6 fois dans la saison, ce qui est déjà plutôt une bonne chose. Donc pour les Panthers, mention encourageant, si je résume quelque part. Oui, c'est plutôt très encourageant, ouais. Tout à fait. On passe aux Falcons d'Atlanta, qui ont terminé troisième de cette division, deuxième pardon de cette division. Arrête mon Yaya de râler à chaque fois que je parle du deuxième de division. Déjà avec les Colts, il m'a fait des signes pas possibles. Là maintenant qu'on parle de Falcons, ne crois pas que ça me ravisse. C'est pas ça. Mais il faut en Non, parler. mais c'est pas ça, c'est que les Falcons, Oui. c'est l'élève, tu vois, qui a beaucoup de talent, mais qui ne fait rien et qui fout le bordel et ne fait rien, mais rien de rien. Et ils font connerie sur connerie. Donc, moi, je suis déçu pour eux. Tu vois, il y a des joueurs. Alors, attends, je fais ma question. Es-tu déçu de la saison des Falcons? Vas-y, mon Yaya. Oui, je suis déçu. Mais ils doivent challenger tous les Moi, ans. nous on y va. Hein. On vous laisse avec Yaya. Je sens qu'il va en parler pendant 10 minutes des Falcons. Mais non, mais c'est pas ça. C'est que tu vois, Bijan Robinson. Du coup, il te fait 1450 yards dans le banc. Et oui, tout à fait. Drake London qui fait 1200 yards. Pareil, pourquoi? Pour rien. Pour se vautrer lamentablement comme des baleines bourrées à la bière, quoi. Donc, non. Enfin, moi, ça me. Enfin, j'en ai ras-le-bol. Et eux, vraiment. Enfin, bon. Peut-être que l'éclaircie viendra de Michael Penix Jr. Je ne sais pas. On va voir. Mais c'est ultra décevant. C'est décevant. Enfin, c'est. Une vraie masterclass aussi, ce dernier match de la saison régulière. Enfin, ces deux derniers, parce qu'il y avait le match contre Washington aussi. Mais quand ils doivent gagner, enfin, moi, tu vois, autant, tu vois, fan des Giants, c'est un sacerdoce, mais je crois que c'est encore pire d'être fan des Falcons. Ils ont quand même un quarterback extrêmement gentil. C'est quand même bien. Moi, je trouve. Enfin, ça leur fait une qualité quand même, ces Falcons. Justement, Seb, est-ce que avec l'arrivée de Kirk Cousins l'an dernier, à cette intersaison 2024, est-ce que tu pensais que les Falcons pourraient mieux performer, ou est-ce que finalement ils sont au niveau où tu les attends, c'est-à-dire, on va dire, au niveau bilan équilibré 8-9, 9-8 dans ces eaux-là? Souvenez-vous qu'avant le début de la saison écoulée, on disait les Falcons, ils sont à un quarterback de réussir quelque chose. Bon. Ah ben c'est pas Kirko. Non, est-ce que je pourrais continuer sans être coupé? Non, mais dès que tu parles de Cousins, tu sais, j'apprécierais. Donc, ils vont chercher un quarterback. Voilà, un pro reconnu. On pense ce qu'on veut de Kirk Cousins, mais voilà, un pro reconnu. Et on se dit, voilà, ce sera peut-être un bridge quarterback, mais c'est peut-être ce qu'il leur faut pour donner un petit coup de kick et les faire démarrer. Et non, parce que Kirko, il a mal récupéré de son opération du tendon d'Achille, qu'il a fait illusion pendant quelques semaines, mais que tout ça, c'est très rapidement effondré. Ils ont leur plus grosse série de victoires. Ça a été 3 de suite. Et après cette série, ils font 4 victoires et 7 défaites. Et si Cousins a fait illusion quelques semaines, Robinson, on a été déçu par son début de saison. Et finalement, c'est lui qui va retrouver de sa superbe en courant 1456 yards, en marquant 14 touchdowns. Et il va rajouter 431 yards en réception également. London, il a une année breakout, 1271 yards, 9 touchdowns. Mais tout ça, ça ne suffira pas parce qu'ils avaient un problème derrière la ligne. Et après bien des hésitations, ils vont titulariser Michael Penix Jr., qui a fait 3 sorties correctes pour un rookie. Mais on n'en a pas encore assez vu
pour savoir s'il est vraiment leur QB de l'avenir ou pas. Donc c'est encore sur ce point-là qu'il y a un gros point d'interrogation. La défense également, il faut en parler parce qu'elle finit 23e en scoring de la ligue. Elle n'a pas été bonne alors que Raheem Morris s'était présenté comme un defensive guru. Pourtant, il y a du talent. Entre Jesse Bates III et ses 4 interceptions, il y a aussi Justin Simmons, il y a Edge et Terrell. Et il va falloir qu'ils mettent leurs priorités dans le bon ordre. On va dire qu'a priori, ils ont leur quarterback, faute de mieux. Il faut qu'ils re-signent Justin Simmons, Matt Judon et leur centre Drew Dolman. Mais eux aussi, ils ont un problème de cap parce qu'ils sont dedans également. Et pas qu'un peu, si On a si ma mémoire tête quand même, ils sont dedans de 5 millions, hein, il me semble. Oui, c'est Pas quelque loin. chose comme ça. Ouais. 4,9. Voilà. Donc, Ça dépense dans le sud. voilà, ça dépense dans le sud. Et là aussi, on est sur un club. On est sur un club, oui, c'est ça. Moins 4 millions 9. 4 987 791 $, si vous voulez être, si vous voulez qu'on Si vous voulez donner $1 pour voilà, $1 pour les Falcons. pour la cause. Et là aussi, on est sur un club qui va pas pouvoir vraiment se permettre d'aller chercher des free agents s'ils veulent re-signer ces joueurs que moi j'ai identifiés comme prioritaires pour eux et qui n'ont pas vraiment non plus d'assets à trader pour le moment, à moins de se séparer d'un de ces joueurs cadres dont j'ai parlé. Donc Atlanta, ils sont dans une situation un petit peu compliquée. Et pourtant, cette saison, enfin la saison écoulée, il y avait quand même pas mal d'attentes. On était nombreux à penser qu'ils pouvaient challenger Tampa Bay pour de vrai, pour la tête de la poule. Et ben caramba, encore raté. Voilà. Nos amis de Tampa Bay qui s'offrent donc un nouveau titre de division, 10 victoires, 7 défaites pour les Buccaneers. Alors ce sera un petit tour en playoff et puis s'en va, puisqu'ils seront éliminés dès le premier tour à domicile par les Commanders de Washington. Ouais. Bon, j'ai envie de reposer un petit peu la même question que pour l'AFC Sud. Est-ce que c'est Yaya un vainqueur par défaut? C'est faute de mieux? Ouais, moins que les autres années, parce que cette année, ils ont été constants. Ils ont eu une baisse de régime à un moment donné. Ça a été serré jusqu'au bout avec Atlanta. Hein. Ça s'est joué la dernière journée pour le titre. Ouais. Bon, on le savait déjà. À l'avant-dernière journée, on savait que c'était réglé. Le problème qu'ils ont eu, comment dire, c'est quand Mike Evans s'était blessé. Ah oui. Et Mike Evans est revenu. Et Chris Godwin s'est blessé aussi. Chris Godwin. Ouais. Et en fait, voilà, à partir du moment où les deux, ils te manquent, voilà, et surtout Mike Evans, qui est peut-être le receveur le plus sous-coté de la ligue. Et sans doute l'un des meilleurs de la ligue aussi, au passage. Oui, mais aujourd'hui, on en parle moins que certains d'autres. Pour moi, ça reste un des meilleurs joueurs de la ligue. Il a encore fait ses milliards, alors dans des conditions un peu particulières. Mais ils ont été, et c'est une équipe qui, pour l'instant, écoute, tant que ça marche, ils continuent. J'ai envie de dire, ils épuisent le filon. Ça veut dire qu'ils savent ce qu'ils veulent, c'est-à-dire avoir une défense qui tient à peu près, un quarterback qui fait le taf, Baker Mayfield. C'est pas le truc, c'est pas le quarterback qui va te faire lever la nuit, mais il fait le boulot. Et puis, tu vois, ils ont trouvé un petit running back plutôt sympa avec Bucky Irving. Ils ont bien drafté l'an dernier parce qu'entre Bucky Irving et Jalen McMillan, le receveur, ça fait quand même 2 très bons ajouts qui sont allés chercher. Alors, j'ai plus les pics en tête, mais si j'ai pas de bêtises, c'est tour 3 pour McMillan et tour 4 pour Bucky Irving. C'est 2 joueurs qui ont réellement pesé dans le jeu de course. Le duo Rashad White Macmillan Bucky Irving a été très intéressant, et en fin de saison Jalen McMillan a vraiment explosé. Ouais, tout à fait. Et à noter aussi en défense que avec un Antoine Winfield Junior,
qui est vraiment la star de la défense, blessé la moitié de la saison. Oui. Ça, c'est... Donc, tu vois, sans lui, ils arrivent quand même à faire des choses. Donc c'est quand même à noter. Je pense que cette équipe, pour l'instant, tant qu'elle n'est pas challengée, elle va continuer comme ça. Ils exploitent le filon. Baker Mayfield, avec ses 4500 yards, il continue à avancer. Si en plus, maintenant, il y a du jeu au sol, du côté de l'attaque, ça va rouler, quoi. C'est une belle confirmation parce que c'est plus une surprise, c'est Buccaneers cette saison. Toutes les saisons, on le dit en début de saison, hein, c'est toujours un peu la même chose. On attend les Saints, on attend les Falcons, on attend éventuellement les Panthers et finalement c'est les Bucks qui gagnent. Ouais, c'est la valeur sûre de la division. Il ne faut plus se le cacher. Ils ont connu un gros creux en milieu de championnat, mais c'est énormément dû, comme on l'a dit précédemment, à la perte de Mike Evans et de Chris Godwin quasiment au même moment. Mais ils ont trouvé les ressources avec, on parlait de Jalen McMillan, mais aussi le tight end Ked Otton, qui fait une belle saison à 600 yards et 4 touchdowns en 59 réceptions. Et ils ont quand même tenu la baraque de cette offense, ou du moins de l'attaque aérienne, en l'absence des deux receveurs titulaires. Il ne faut pas oublier aussi le travail de quelqu'un qui, à mon avis, va leur manquer, c'est Liam Cohen, leur offensive coordinator. Qui est donc parti chez les Jags. Il est parti chez les Jags, qui a fait progresser leur attaque au sol de façon spectaculaire. Elle finit 4e cette saison, alors qu'elle était habituée à gratter le fond du baril de la ligue. Et donc, on a parlé de Bucky Irving et de ses 1122 yards. D'ailleurs, il est le meilleur coureur rookie de la saison. En termes de yardage au sol. Mais Liam Cohen, c'est aussi lui qui a donné un cadre à Baker Mayfield et qui a réussi à faire exploiter au mieux ses qualités de leadership. Parce que s'il y a quelque chose qu'on ne peut pas lui enlever à Mayfield, certes, c'est pas, comme tu disais, Yaya, le QB qui va te faire revenir la nuit, mais c'est que c'est un leader, c'est qu'il a du cœur et que tu vois qu'il s'arrache quand il faut aller chercher un match, ou qu'il ne baisse pas les bras quand les choses deviennent difficiles. Donc, en effet, comme chaque année, on s'attendait à ce que Atlanta ou la Nouvelle-Orléans viennent jouer les mouches du coche, et finalement, non, c'est Tampa Bay qui rafle la mise. Après, bien sûr, le point de frustration, c'est que Tampa Bay, en l'état actuel des choses, et ce n'est pas, je ne dis pas ça pour leur faire insulte, attention, je mets un petit disclaimer à mes propos, malgré leur stabilité depuis maintenant 5 saisons, à la tête de cette division, ils sont destinés à se faire sortir en wildcard. Et justement, tiens, alors là, tu me fais une passe décisive, mon cher. L'année d'avant, ils avaient battu les Eagles. Oui. Ils avaient battu les Eagles à la surprise générale, en effet. Justement, est-ce que ça vous a surpris de voir les Buccaneers sortis dès le tour de playoff? Parce que ça a été l'un des seuls upsets de ce tour de wildcard. Est-ce que la défaite contre les Commanders dans un match serré, hein, ça s'est joué à la dernière seconde, est-ce que ça t'a surpris, toi, Yaya? Non. Bien. Mon Seb? Alors, question délicate. Attends, après j'en ai une encore pire. Question délicate. On peut dire que c'est un upset dans le sens où c'est un champion de division qui se fait sortir. D'un autre côté, ce qu'avaient proposé les Commanders pendant toute la saison était quand même d'un calibre. Si les Commanders, avec un jeu pareil, avaient évolué dans la NFC Sud, ils écrasaient la division. Et de très très loin, et ils laissaient leurs poursuivants à peut-être 4 ou 5 victoires derrière. Donc je pense qu'il y avait une différence de niveau entre les deux clubs. Mais alors, ça a tout de même été un match accroché, comme tu l'as dit, parce que une fois de plus, avec Baker Mayfield, il ne faut jamais s'imaginer qu'un match est gagné à l'avance quand tu l'as en face de toi. Mais la victoire de Washington n'est pas si surprenante que ça, à mon sens. Moi, le problème, c'est la dynamique. Ça veut dire qu'ils sont arrivés, ok, ils étaient sur 2 victoires, mais 2 victoires contre des équipes. Attention à ce que tu vas dire. Qui pas top. Ouais, mais surtout qui n'avaient plus rien à jouer. Ah oui, non, ça c'est sûr. Ça, là, pour le coup, on n'avait plus rien à jouer.
Donc, et contre les Saints, ça a été extrêmement compliqué. Alors que les Saints jouaient, ils étaient limite en tongue, quoi. Non, ils ont Oui, joué, ils- ils avaient des crampons, oui, je m'en souviens. Mais... Oui, non, mais ils ont joué le jeu. Mais si tu veux, il y avait qui de la première de l'équipe qui était dans la première journée, tu vois? Oui, non, mais d'accord. Mais non, mais t'as raison sur le fait que c'était des équipes qui jouaient plus rien. Ça, tu as tout à fait raison. J'ai une question pour refermer ce podcast qui, je le sais, va vous ravir. C'est le moment où vous allez sortir les roulements de tambour au montage. Roulement de tambour, s'il vous plaît. Attention. La question, la voici. Quelle est la pire des deux divisions entre l'AFC Sud ou la NFC Sud? Selon vous, quelle est la pire division? Parce qu'on est d'accord que pour toute la NFL, ça se joue entre ces deux-là. On va pas reposer cette question. Donc, tant qu'on y est, allons-y. Entre l'AFC Sud et la NFC Sud, laquelle des deux est la pire? L'AFC Sud, t'as 2 équipes à moins de 5 victoires, quoi. Oui, en même temps, en NFC Sud, t'en as 2 à 5 victoires. Ouais, mais quand même, enfin, je trouve que cette barre, alors c'est totalement arbitraire, hein, ce que je dis bien évidemment, mais C'est le cette but, barre des soit 5 arbitraire. victoires, c'est ce qui sépare la médiocrité de la nullité. Si tu veux. C'est ce qui sépare les mauvais des très mauvais. Et quand tu es en dessous des 5, c'est que tu fais partie des très mauvais. Et là, enfin, mais je est-ce suis que désolé pour leurs fans, hein, de dire ça, mais là, tu as 2 très mauvais clubs dans l'AFC Sud. 2 très, très mauvais clubs. Est-ce que ça n'amènerait pas à réflexion davantage encore si je te disais qu'en tout début de saison, avant le début de saison, les deux équipes qui avaient le calendrier le plus facile de la ligue, c'était les Saints et les Falcons? Oui, on la connaît cette stat et on voit que ça leur a donné un avantage, hein. Alors, c'est plus le cas Mon en fin de saison parce qu'encore une fois, la difficulté du calendrier est mesurée par rapport à l'année précédente. Donc, par exemple, les Cowboys étaient considérés comme une équipe difficile à battre. Vous voyez, par exemple. Ce qui n'a malheureusement pour eux pas été le cas, Pas un été peu la forcément le surprise générale, hein, d'ailleurs. Voilà, donc C'est les difficultés de calendrier avant la journée 1 ne sont pas les mêmes qu'à la fin de la 18e, mais ça c'est un autre problème. Mon Yaya, même question. NFC et AFC, laquelle des deux a la pire division? AFC. Parce qu'en fait, il n'y a même pas de lueur d'espoir. Parce que. Non, mais. Ils avancent dans un tunnel sombre. Il n'y a non, même mais, pas de lampe torche, il n'y a rien. Alors, en fait, en AFC, il y a les Texans. Au fond du tunnel, c'est le gouffre. Mais derrière, tu sais même pas quand est-ce qu'ils vont se relever, quoi. Et vont-ils se relever un jour? Non, mais les Jags, enfin, voilà, moi, ils m'ont tellement déçu. Les Colts, il y avait une lueur d'espoir quand il y avait Andrew Luck. Depuis qu'Andrew Luck est parti, bad luck. Ouais, ils ont changé de quarterback, je ne sais pas combien de fois. Ils ont tradé pour je ne sais pas combien de quarterbacks. Après, il était chanceux, hein, Andrew aussi. Hein, c'était Lucky Luck. Voilà. Ouais, tout à fait. Mais après, la NFC, tu as au moins les Buccaneers qui sont constants. Tu as Derek Carr qui est constant aussi. Ouais, bah si, il est constant. Oui. si, il est constant. Mais si tu Dans la médiocrité, il est constant. Mais si tu veux, les Saints, ça va être compliqué. Mais tu vois, il y a une lueur d'espoir avec les Buccaneers. Et les Falcons, il y a bien un moment où ça va tomber du bon côté. C'est pas possible, c'est pas possible ça. C'est sûr, pas certain. Je suis pas convaincu, mais bon, si tu le dis. Je le souhaite pour notre Jordan National ou même pour Nathieu, dont les Falcons, c'est une des 56 équipes qui l'aiment. On salue Nathieu, bien évidemment. Bon, les amis, on a fini ce podcast de la déprime. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous trouvez que c'est l'AFC Sud ou la NFC Sud la pire. Et écharpez-vous pendant les commentaires Facebook, X et autres. Ça nous fait toujours plaisir de vous voir vous batailler entre vous. Et nous organiserons bien sûr des duels dans des cages pour que vous puissiez régler cela entre gentlemen ou entre gentlewomen, parce qu'il n'y a pas de raison que les dames soient exclues. Nous avons donc terminé avec le Sud. La semaine prochaine, nous allons aborder le Nord. Et oui, le Nord. Et le Nord. Ah, c'est un peu plus réjouissant quand même, la NFC Nord et la FC Nord. C'est quand même un peu plus...
C'est quand même niveau dynamique, c'est autre chose. Hein. Il y a Ouais, un peu plus enfin, à manger. et- Voilà. On va se oui, cacher. mais il y a une équipe où on se demande si elle a lancé sa saison. Voilà, on parlera des équipes qui lancent leur saison, on parlera aussi des Bears de Chicago, on parlera des Lions de Détroit, bref, ça va être des Steelers, des Pittsburgh Steelers qui sont toujours une énigme à eux tout seuls. Bref, ça va être Et comme absolument. dirait Kachou qu'on salue, les Pittsburgh. Voilà. Et on salue Kachou et tous les fans des Ravens comme d'habitude. Merci mon Seb, merci Yaya d'avoir été avec moi, merci à vous tous de nous avoir écoutés. Bien évidemment, vous écoutez aussi les podcasts de N1, de First Pitch, qui sont sur les plateformes d'écoute. On se retrouve aussi sur le site theplayoff.news/fr pour tous les articles et toutes les actualités autour de la NFL, de la NBA, de la NHL et de la MLB notamment. Merci à tous de votre écoute. On se retrouve la semaine prochaine. Salut tout le monde. Salut. Ciao, bye.